Regarder un ciel étoilé dans le désert allongé sur une dune, c'est sous cette voûte immense, dans le silence du désert, à se connecter avec quelque chose de plus vaste que soi-même. La petite voix en voyage. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Puisque c'est l'été, j'ai pensé que vous aimeriez partir en voyage. Alors, je vous emmène à la rencontre de thérapeutes qui exercent, en partie ou complètement à l'étranger. Des thérapeutes inspirés par les traditions locales. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir un métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et qu'est-ce que le voyage y apporte ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur iTunes, ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast en voyage, c'est parti ! Peut-on vivre 1000 vies en une ? Absolument. Mon invité du jour, Jean-Marc Thérel, alias Monsieur Mindfulness, en est une excellente illustration. Au départ, j'ai eu l'idée de l'interroger car je voulais parler des stages de méditation qu'il organise dans le désert marocain. Ce que je n'imaginais pas, c'est qu'en réalité, ce n'est pas un seul voyage, ni une seule destination que je suis allée visiter en le faisant témoigner, mais plutôt quelques dizaines. Des destinations géographiques, bien sûr, mais beaucoup de destinations spirituelles aussi. Ou plutôt plusieurs petits bouts de chemin qui, mis bout à bout, créent un parcours très riche. Ce sont tous ces chemins, toutes ces expériences, toutes ces rencontres que nous raconte Jean-Marc avec une grande générosité. Bienvenue donc dans ce premier épisode de La Petite Voix en voyage. Un épisode à écouter comme le roman d'une vie incroyable qui va nous emmener jusqu'à un oasis, celui de la méditation et de la pleine conscience. Avec Jean-Marc, nous allons parler de la chance de grandir dans une famille dysfonctionnelle, d'une quête d'identité insatiable, de burn-out spirituel et de la richesse des liens tissés dans le désert. Bonjour Jean-Marc et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline. Merci d'être là. Alors, vous êtes connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Monsieur Mindfulness, mais au-delà de ce pseudo très prometteur déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Je m'appelle Jean-Marc, j'ai 48 ans et j'exerce comme facilitateur de méditation et de pleine conscience. Vaste programme. On va justement en parler. Moi, je suis ravie de partager ce moment-là avec vous. Déjà parce que je pense que moi, comme beaucoup, on s'intéresse et on commence à se mettre de plus en plus à pratiquer la méditation. Et puis, là où je suis également ravie, c'est qu'on va inaugurer aujourd'hui ensemble une mini-série que j'ai appelée La Petite Voix en voyage, parce que non seulement on parle de ce sujet intéressant qu'est la méditation, mais en plus, on va l'évoquer dans un contexte particulier qui est celui d'aller méditer dans le désert. L'épisode s'annonce d'ores et déjà hyper intéressant. Mais on va d'abord, si vous le voulez bien, voyager dans le temps. Peut-être allez-vous reconnaître les questions que je vais vous poser, Jean-Marc, puisqu'en fait elles viennent de vous. C'est vous qui me les avez inspirées dans une interview que j'ai lue de vous. Vous dites qu'on a dans la vie 4 questions essentielles qu'on peut se poser. Et parmi elles, il y en a 2 là que j'ai envie de vous soumettre. La première, c'est: d'où venez-vous, Jean-Marc, et comment avez-vous découvert le monde ? Je viens de République centrafricaine. Je suis né d'une maman centrafricaine et d'un papa français, occidental, même si ce n'est pas encore tout à fait exact ce que je suis en train de dire, parce que en fait, j'ai été adopté par un papa français, mais mon géniteur était d'origine italienne. Et c'est de là d'où je viens, après avoir déménagé une année après ma naissance au Gabon. Et donc mes parents, mon papa était coopérant,
il était prof de lettres dans un lycée à Libreville, qui est la capitale du Gabon, et donc ils sont allés s'installer au Gabon. Vous avez grandi au Gabon alors, d'accord. Donc dans une double culture, j'imagine, Exactement, entre... dans une double culture, avec la culture animiste, on va dire, de ma maman, africaine, avec toutes les traditions qu'on peut peut-être imaginer. Et puis le côté plutôt très rationnel de mon papa, qui avait les pieds relativement sur terre. Voilà. Donc j'ai grandi à cheval entre ces deux cultures, ce qui a été à la fois une richesse, mais aussi bien sûr un défi pour la plupart, comme c'est le cas pour la plupart des métis. C'est un défi dans quelle mesure pour trouver son identité quand on grandit, c'est ça? Oui, c'est un défi. Alors le défi, je n'en ai pris conscience que plus tard. Mon papa est décédé alors que j'avais 10 ans. Il s'est donné la mort. Et nous sommes arrivés à l'hiver 81 en France, dans le sud de la Bourgogne, en Saulais-Noir, dans un petit village, dans une culture plutôt paysanne, et dans laquelle j'ai commencé, du haut de mes 10 ans, à prendre conscience de l'importance des différences culturelles. J'ai découvert dans ce contexte-là euh, le rejet, le racisme, et des petites choses qui m'ont fait réaliser que j'avais à la fois une culture africaine du côté de ma maman et une culture plutôt occidentale du côté de mon papa. Et c'est vrai que des questions d'identité, en plus en étant orphelin de père, se sont très vite posées dans mon adolescence. Et du coup, quelle forme est-ce que ces questions-là ont prise à l'époque? Une difficulté à trouver ma place. Ah, Finalement, c'était pas évident pour moi de savoir est-ce que j'étais blanc, est-ce que j'étais noir, où étaient mes racines, quelles étaient mes racines, vers quoi me tourner et m'identifier. Et donc ces questions m'ont très très vite poussé finalement vers toutes sortes de recherches sur la nature de ma place dans la vie. Et c'est effectivement ce que j'appelle les questions essentielles. Et ça a été pour moi le début d'un parcours de recherche inlassable dans de multiples traditions et à la rencontre de toutes sortes de guides. c'est un peu comme si vous aviez chaussé des lunettes différentes de la plupart des personnes, c'est ça? D'être né de cette double culture, d'avoir vécu les 9 premières années de votre vie en Afrique, puis arriver comme ça dans un village en France? Oui, il y a sans doute de ça, mais il y a peut-être encore plus que ça, parce que je suis pas, il n'y a rien d'exceptionnel dans le fait d'être né à cheval entre deux cultures. Il y a quelque chose dans mon mode de fonctionnement. J'étais un enfant extrêmement sensible, très imaginatif, assez vif d'esprit, pas du tout intéressé par les jeux et les autres enfants de mon âge. Cette perception, elle était là bien avant, pour moi, le départ. Et enfant, petit enfant, moi, je rêvais de devenir paléontologue. Paléontologue, c'est pas commun, ouais. J'étais passionné par l'origine de la vie, par les dinosaures. Voilà, j'avais des questions déjà qui étaient des questions sur l'origine des choses, d'où on vient. Je ne veux pas donner l'impression ou laisser croire que voilà, je suis quelqu'un de particulier ou de spécial. Euh, Je crois que c'est un mode de On l'est fonctionnement. tous. Oui, voilà, c'est ça. C'est un mode de fonctionnement qui est juste le mien, et que chacun d'entre nous, effectivement, a une perception qui est la sienne. Mais voilà. Euh, Et est-ce que ce mode de fonctionnement que vous décrivez là, est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un zèbre? oui, C'est zèbre, il ça? y a différentes terminologies pour ça, mais effectivement. Alors, c'est une découverte très récente. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est qu'un zèbre alors? Eh bien, j'aimerais bien le savoir. Parce que, en fait, ça m'a pas beaucoup aidé, en fait, ces tests. Il semble que euh, certains aspects soient, pour moi, perçus plus rapidement. Voilà, j'ai un cerveau qui tourne vite, mais bon, c'est sans doute pour ça que je suis devenu instructeur de méditation. Voilà, j'avais besoin de calmer le petit vélo là-bas à Pour tourner l'intérieur. moins vite? Voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je sais pas. Si je ne dis pas de bêtises, hein, les zèbres sont des personnes hypersensibles avec une intelligence au-dessus de la moyenne. Oui, alors Est-ce que j'aime pas tellement justement toutes ces catégories, parce que des formes d'intelligence, il y en a plein. Je ne me sens pas plus intelligent que quelqu'un d'autre. Et surtout, pour moi, ce qui est très important,
C'est surtout d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait chez ce type de personnes que euh, les modes de perception, de fonctionnement sont différents de la plupart. Différent, ça ne veut pas dire que c'est mieux, que c'est plus, que c'est supérieur, que voilà, c'est plus intelligent. Et ça, pour moi, c'est très important de le souligner. C'est juste que c'est différent. Voilà. Ce que je comprends des personnes dites à haut potentiel, c'est que il y a toujours cette sensation d'un peu de décalage. C'est ça, C'est ça? exactement. Ouais. Et c'est ça que j'essaye de dire, en fait, encore très maladroitement, parce que voilà, j'ai 48 ans, comme je le disais. Pour moi, c'est assez récent. Ça fait 2 mois que j'ai passé les tests. J'en ai encore très très peu parlé autour de moi. C'est juste un état de fait dont je ne sais pas quoi vraiment faire. Voilà, aujourd'hui, c'est là, mais ça me permet de comprendre. Je me suis toujours senti comme un extraterrestre. Et enfant, j'étais convaincu, avant mes 10 ans, hein, que je provenais d'une autre planète et que j'étais placé sur Terre comme le sujet d'une expérience et que les miens allaient venir me chercher un jour. Et Vous attendiez ce j'attendais, jour-là? oui, j'attendais ce jour-là, et il m'arrive encore de me dire un jour, ils viendront. C'est marrant, hein. Incroyable. En tout cas, merci pour cette parenthèse. C'est chouette de l'aborder parce que c'est pas toujours facile à vivre et c'est pas non plus simple de l'évoquer. Donc merci de le faire parce que je pense que ça peut décomplexer certaines personnes qui se retrouveraient aussi dans ce que vous décrivez là. Donc merci Jean-Marc. Et donc du coup, je reviens à cet adolescent décalé qui en plus voilà a cette histoire de première vie en Afrique, puis d'adolescence en France. Comment vous grandissez? J'ai eu la chance de grandir dans une famille dysfonctionnelle. Ouais. Ma maman s'est remariée et mes années d'adolescence ont été très, 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 très compliquées. D'abord, j'ai grandi bien sûr avec ce sentiment de décalage permanent. Je m'ennuyais énormément à l'école. Et puis à la maison, tout était compliqué. À nouveau, sur les questions autour de ma place, j'étais le fils aîné, ce qui, dans une culture africaine, revêt une importance assez importante. Mon beau-père était un nouvel homme dans la vie de ma maman, avec lequel, en tant qu'adolescent, j'ai fait beaucoup de comparaisons avec mon papa qui était un lettré et mon beau-père, lui, ne l'était pas. Et il y a eu toutes sortes de jeux de manipulation qui ont eu lieu pendant mes années d'adolescence, des problèmes d'alcool dans la famille. Bon, tout était très compliqué. Comme je le dis souvent, j'ai grandi en fait dans une famille au cours de mon adolescence dans laquelle aucune fête de famille ne se finissait jamais bien. Et c'est vrai que pour moi, avec ma sensibilité, ça a été assez difficile, mais pour mes frères aussi, hein, bien sûr, et pour mes parents aussi, parce que bien sûr, ils ont aussi souffert dans cette histoire, tout le monde a souffert. J'étais un peu comme le papa de la maison, alors que j'étais le fils aîné. Et donc, lorsqu'il y avait un problème à la maison, c'est moi qu'on venait voir pour régler le problème du haut de mes 14 ans, 15 ans, 16 ans, et ça a duré pendant des années. Vous ressentiez quoi à l'époque? C'était de la colère? La colère a été mon émotion majeure pendant des années. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez eu la chance d'être dans cette famille dysfonctionnelle. C'est ce que j'allais dire. Et en fait, toutes ces difficultés ont été autant d'occasions pour moi de réfléchir, de m'interroger, de parfois dialoguer, d'apprendre à résoudre des problèmes, à gérer des conflits. Donc, j'avais très très peu d'amis proches à cette époque-là, et ceux avec lesquels j'étais proche étaient sans doute des personnes qu'on qualifierait aujourd'hui de zèbres ou de haut potentiel ou de je ne sais quoi, avec lesquels nous avions des sujets de discussion et de réflexion qui m'ont permis, je crois, d'une certaine façon, d'apprendre un certain nombre de choses à mon propre sujet, au sujet des gens et au sujet de la vie. Et c'est pour ça que je dis que j'ai eu de la chance de grandir dans une famille dysfonctionnelle, parce que sans doute l'homme que je suis devenu aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est. Bien sûr. Et justement, alors, comment avez-vous construit votre vie d'adulte avec cette histoire, avec cette personnalité? Eh bien, du mieux que possible. Je pense qu'avec, bien sûr, les aspects bancals euh, qui peuvent exister comme dans n'importe quelle existence, je m'en suis plutôt pas trop mal tiré.
J'ai rencontré celle avec qui j'ai construit mon couple et ma famille au lycée. Elle aussi, en fait, vivait des choses un peu compliquées de son côté. Nous remettions sur les bancs du lycée nos familles en question en nous demandant qu'est-ce que nous aimerions vivre si nous devions un jour construire quelque chose. Et nous avons construit quelque chose ensemble, Ah, c'est très joli. voilà, de solide. Je me demandais en vous écoutant, où aviez-vous trouvé vos réponses? Alors on l'entend auprès de ces autres personnes, notamment votre femme, avec lesquelles vous partagiez une même sensibilité, mais qu'est-ce qui vous a mis après sur ce chemin qui allait un jour vous emmener vers la méditation? J'avais 15 ans, je crois, à peu près, lorsque j'ai rencontré mes premières pratiques de méditation au travers des arts martiaux, qui m'ont aidé jusqu'à un certain point. J'aimerais savoir ce que l'adolescent de 15 ans, pendant son cours de karaté, ressent quand il fait ses premières séances de méditation. Ça se passe comment? Ça se passe bien, je ressens quelque chose que je connais pas très bien à ce moment-là. C'est une forme d'apaisement, quelque chose qui se pose, quelque chose qui se dépose et qui me donne envie, en fait, d'en savoir un peu plus, d'aller vers des choses un peu plus contemplatives. Je ne sais pas le dire à l'époque, je le dis aujourd'hui avec le recul. C'est quelque chose qui est assez éloigné de mon vécu du quotidien et donc qui m'interpelle beaucoup. Et en plus, comme ça vient après des séances de karaté qui sont assez intensives, c'est quelque chose que je ressens comme très agréable. Et est-ce que vous avez à l'époque envie de creuser, est-ce que vous vient l'envie de continuer? Je creuse, pas forcément sur les aspects méditation, parce que j'ai pas forcément conscience de ce dont il s'agit à ce moment-là. C'est juste quelque chose que nous faisons à la fin d'un cours de karaté et voilà, qui me fait du bien, mais sans plus. En revanche, je creuse dans toutes les directions. Je lis toutes sortes de livres sur toutes sortes de sujets liés à la connaissance de soi, au développement personnel, à la philosophie, à l'origine des choses et de la Mais vous vie. aviez quoi, 15 ans à l'époque, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, une quinzaine d'années. Et je me réfugie dans les D'accord. livres. Donc à cette époque-là, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse parce que j'ai mille et une questions et que je cherche des réponses dans le savoir. À vous écouter, j'ai l'image d'une quête insatiable, une quête d'identité, une quête d'origine. Est-ce que ça ressemble à ça, Oui, ça la ressemble à manière dont vous le ça, c'est vivez? ça. Une quête d'identité, comprendre d'où je viens, qui je suis, quel est le sens de la vie, comment se fait-il Oui. que certains vivent et d'autres meurent. Je suis plein de questions sur ces choses-là et en quête aussi, je pense, d'une forme de perfection. J'ai besoin de certitude. D'accord. Dans un monde instable, incohérent, euh, très souvent de mon point de vue irrationnel, j'ai besoin de certitude. Et est-ce que du coup ça vous apaisait à l'époque, ces lectures? Absolument Est-ce pas. que ça vous a... Non. Ça m'ouvre en fait à des tas de choses, mais je ne peux pas parler d'apaisement parce que dans ma tête, ça bouillonne. Et en fait, de sujet en sujet, je vais petit à petit m'approcher de choses qui vont m'intéresser, qui vont m'emmener d'abord dans des cadres religieux, puis petit à petit vers une spiritualité plus dépouillée. Mais ça va prendre un certain temps. Donc vous allez creuser du côté des religions pour avoir des réponses. Quand Oui, vous dites des religions, c'est que vous en avez testé plusieurs. Alors le mot est oui. très mal choisi, mais En tout cas, j'en ai exploré plusieurs. Oui, lorsque je suis arrivé en France, après le décès de mon papa, nous avons été accueillis par un de mes oncles qui était prêtre catholique, qui a été quelqu'un d'extraordinaire dans ma vie, quelqu'un qui a été très à l'écoute sans jamais m'imposer quoi que ce soit et avec qui j'ai fait mes premiers pas dans le catholicisme. Donc à ses côtés, j'ai demandé le baptême. Donc j'avais 12 ans. J'ai demandé le baptême, j'ai fait ma communion, ma reconnaissance, etc. Puis ça a duré un certain temps jusqu'à ce que je réalise que ces gens qui venaient, et c'est le cas dans n'importe quelle autre tradition, je le dis tout de suite, que ces gens qui venaient le dimanche matin pour louer le Seigneur et pour se faire pardonner leurs péchés de la semaine, faisaient ça le temps de la messe et une fois sortis à l'extérieur, se critiquaient les uns les autres sur toutes sortes de choses. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc qui colle pas. Je me suis vite retiré de mes engagements dans l'Église. Je me suis tourné vers l'occultisme, d'abord, l'occultisme européen, dans lequel j'allais chercher des recettes pour trouver l'amour, des recettes pour gérer les conflits, des recettes, et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très pragmatique, en fait, dans les livres alors d'occultisme.
Pardon, vous pouvez me réexpliquer ce qu'est l'occultisme? Parce que moi j'associe ça à quelque chose d'un peu ésotérique, etc., mais pas du tout de l'ordre de la religion. Mais En fait, pour moi, tous les ismes, christianisme, occultisme, athéisme, tous ces ismes sont des systèmes de pensée. Donc quand je dis différentes religions, l'occultisme n'est pas une religion à proprement parler, mais l'occultisme occidental s'inspire beaucoup de lectures liées au texte biblique, mais d'accord. réinterprétées sous une forme différente, en expliquant, dans la compréhension que j'en ai eue à l'époque, que le texte tel qu'il est lu par le commun des mortels masque en réalité des compréhensions occultes qui sont réservées aux Oui, initiés. Donc il y a forcément une dimension d'accord. religieuse dans l'occultisme. Oui. Et qu'est-ce que vous y avez découvert alors dans Pas l'occultisme? Qu'est-ce qu'il grand-chose vous finalement apportait? qui m'a intéressé. Voilà, j'en ai fait le tour. Suite à ça, j'ai mis tout ça de côté en me disant non, c'est pas là que je vais trouver des réponses. J'ai eu ensuite toute une phase dans laquelle je me suis rapproché du chamanisme. Je me suis rapproché du chamanisme toltèque. Là, j'ai trouvé Mais quelque à quel chose de très moment beau. dans une vie on se rapproche du chamanisme toltèque? Parce que On se rapproche du pourquoi pas? chamanisme toltèque à la rencontre d'un livre, L'herbe du diable et la petite fumée. Et je découvre les écrits de Carlos Castaneda, qui est quelqu'un qui a écrit, qui a été depuis beaucoup controversé. Il raconte son expérience en fait à la rencontre d'un sorcier yaqui. C'est une tribu voilà, mexicaine, hein, et il va découvrir en fait les pratiques du chamanisme toltèque avec ce sorcier-là. Et moi je lis ça, je me dis waouh. Castaneda a écrit ensuite, au fur et à mesure des années, tout un tas de livres, je ne sais pas, il y en a peut-être 15 ou 20, sur ses expériences et son initiation qui s'étend, qui grandit avec le temps. Et j'ai dévoré ces livres. J'en ai tiré toutes sortes de leçons et de pratiques que j'ai mises en Ouais. œuvre dans mon quotidien, euh, avec des effets qui m'ont beaucoup étonné en fait à l'époque en C'est-à-dire? particulier au niveau des rêves. Il nous est arrivé souvent avec ma maman et mes frères de nous retrouver au petit déjeuner le matin et de nous raconter un rêve en constatant que nous avions fait le même rêve. Nous avions rêvé que nous étions ensemble dans un rêve en train de rêver de quelque chose et chacun se regarde avec les yeux ébahis en se disant mais non mais tu plaisantes, c'est aussi de ça dont j'ai rêvé, donc nous étions Incroyable. ensemble en rêve. Donc moi, ça m'a ouvert en fait très tôt à l'idée que d'autres dimensions peuvent peut-être coexister avec la nôtre, que ces Mm, dimensions soient réelles ou irréelles, je ne saurais trop le dire, mais en tout cas, le fait était là, que nous avons vécu des choses comme ça dans notre famille, et quand on vit quelque chose comme ça, on sait qu'on sait qu'on sait, et qui que ce soit qui viendra de l'extérieur en disant mais non, c'est bon, ton histoire, ça marche pas, ben, on sait qu'on l'a vécu. Donc bien sûr, voilà, oui. moi ça m'a ouvert à des choses très étonnantes et les rêves ont donc été un chemin pour moi de pratiques très intenses. Et alors justement, comment le jeune homme que vous êtes se construit dans... Alors il y a toute cette vie intérieure qu'on voit, donc très très riche, mais il y a la vie matérielle. Mhm. Sur quel chemin professionnel allez-vous? Comment vous construisez-vous? Vous êtes donc en couple avec votre femme que vous avez rencontrée au lycée, mais professionnellement? Alors professionnellement, encore là, je suis en phase d'études. J'aborde la fac de lettres. Je m'oriente vers une fac de lettres que je vais abandonner rapidement parce que je voulais m'orienter vers les métiers du théâtre en réalité. Pour moi, être sur scène, en fait, c'est quelque chose de bien, mais finalement, ça ne se produira pas. Et je vais m'orienter vers des études de commerce. Je vais vers le commerce parce que j'ai pas pu aller vers les lettres et le théâtre, et que je sais que c'est un sujet qui peut m'intéresser, mais les grandes questions sont les questions qui m'animent. Et j'ai pas trouvé en fait dans le parcours universitaire quelque chose qui aurait pu me correspondre. Finalement, ce qui occupe le plus votre vie à l'époque de jeune homme, c'est ces questions-là. Le reste n'est pas accessoire, mais en tout cas, ce qui vous habite, c'est vraiment cette quête toujours d'identité, d'origine, de sens. C'est ça reste pour moi, et encore aujourd'hui, hein, ça reste le sujet peut-être de mon incarnation, je sais pas trop, de ma mission de vie, je sais pas trop. Et comment vous allez grandir avec tout ça? Parce que en parallèle, vous allez avoir une vie professionnelle.
Comment tout ça va grandir pour vous amener à revisiter la méditation de manière plus sérieuse? Très tôt, après mes études de commerce, après mon service militaire, je me mets à mon compte dans le domaine publicitaire. Puis après ça, je vais rencontrer quelqu'un qui va me parler à cette époque-là des placements financiers défiscalisés et nous allons créer une société ensemble. Société que je fermerai un peu plus de 2 ans après parce que l'associé en question disparaît dans la nature avec la caisse. Je me retrouve... Vous avez quel âge à l'époque? J'ai 25 ans, 26 ans. Suite à ça, je vais professionnellement me retrouver dans le fond du trou pendant quelques mois. Oui. Voilà, donc je suis pas en... En fait, vous repartez de zéro alors ça. que vous aviez déjà construit quelque chose C'est ça, professionnellement. exactement. D'accord. Voilà, je me voyais Vous étiez pas en haut de père de l'affiche. famille déjà à Non, l'époque? non, pas encore. Non. D'accord. Je me voyais en haut de l'affiche, Oui. mais là, c'est pas le cas. Non. Là, je suis plutôt dans les petites Eh oui. lignes en bas du contrat. Ouais, mais c'est ça. Voilà, donc période difficile. Et voilà. Eh oui. Qui dure combien de temps cette période Quelques difficile? mois de D'accord. grosses remises en question. Et c'est dans ces quelques mois-là que quelqu'un de la famille demande à être baptisé. Donc c'est un adulte dans le cadre d'une petite église protestante. Et D'accord. c'est Ah, un membre proche de la famille de mon épouse. Et oui. elle me dit, je vais y aller. Et moi, je lui dis, écoute, tu peux pas aller dans ce truc-là, c'est sans doute une secte. Hein. Et puis, tu sais, les chrétiens, moi, je les ai fréquentés, je sais ce que c'est même pas la peine. Mais elle me dit, écoute, je suis invité, c'est un membre de la famille, donc j'y vais. Et je lui dis, écoute, puisque c'est comme ça, je viens avec toi par sécurité. S'il y a un problème, je serai là, mais je m'assois au fond de la salle. Vous étiez à ce point passé dans le rejet du coup. Absolument. Absolument. Ok. J'étais devenu un apologète de l'antichristianisme. Et donc on se Donc retrouve... vous allez quand même avec votre femme c'est ça, on se retrouve à cet office. à cet office un dimanche matin. J'arrive dans ce bâtiment. Il y a plein de gens qui parlent, il y a des enfants qui courent de partout. Et puis la cérémonie commence. Les gens de cette assemblée se lèvent devant, se mettent à danser, en riant, à sauter de tous les côtés. Je me sens touché par la joie apparemment incarnée de ces gens-là. Je me dis, waouh, il y a un truc. Et puis Oui. arrive le temps des baptêmes, et des adultes de mon âge, voire plus, sont là, témoignent du fait qu'ils ont rencontré Jésus dans leur vie, racontent ce par quoi ils sont passés, comme ça, de façon très authentique, à des gens qu'ils ne connaissent pas, comme moi, qui sont là juste invités pour la cérémonie. Et je me dis, waouh. Et je découvre que les parents de mon épouse, avec lesquels j'ai une relation assez lointaine, sont impliqués dans cette assemblée-là. Et la personne en question qui se fait baptiser ce jour-là, c'est le frère de mon épouse. Et donc on se Ah retrouve oui, en effet. au repas D'accord. de midi Ouais. ensemble après l'office, avec plusieurs des personnes qui ont témoigné, qui ont à peu près mon âge, qui ont témoigné. Et là, moi, je suis une mitraillette à questions. Eh Euh, oui. Oui. et je pose 1 milliard de questions sur comment c'est possible que, et qu'est-ce que tu as vécu, et Comme quoi, et si quoi, ça et avait quoi. rouvert en fait cette appétence là tout d'un coup. C'est ça. Ils ont vécu quelque chose, ils ont découvert quelque chose, eux, ils ont quelque chose que je n'ai pas. J'ai soif d'entendre, j'ai soif de comprendre, voilà. Et pour faire bref, je décide, contre toute attente, de revenir régulièrement à des offices dans le cadre de cette assemblée. Quelques semaines après cette aventure-là, un orateur, chercheur, au CNRS, vient donner un séminaire sur le code secret de la Bible. Et je me dis, C'est parfait pour vous. C'est ah, exactement. C'était pensé pour vous là. exactement. Je me dis, ah, mais voilà, attends. Bien que tout un tas de choses soient critiquables après coup, à ce moment-là, je suis dans cette période un peu de désert dans ma vie et je vais vivre ce week-end-là une série d'expériences très fortes qui m'amène à me convertir au sens euh, biblique, littéral du terme, Ah à oui. accueillir Jésus dans mon cœur et à vivre des expériences extrêmement fortes dans mon corps. Mais de quelles Euh, expériences parlez-vous? C'est très intriguant du coup. voilà. En l'espace d'un week-end en Oui, plus. en l'espace d'un week-end. Ce week-end-là, j'arrête de fumer,
Je décide avec mon épouse de quitter l'appartement où nous sommes à Lyon et de nous rapprocher de la ville dans laquelle se trouve cette assemblée. J'ai rencontré Jésus, il se passe un truc très fort. La nuit qui suit, j'entends des choses liées comme à des voix qui me parlent dans ma tête, qui me transmettent des versets bibliques. Je n'ai jamais lu Ce la ne sont pas Bible. des rêves, là, hein, Non, c'est non, 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 ce sont vraiment des voix, j'entends des versets bibliques. Et ces versets bibliques, moi, je ne les ai jamais lus. J'entends des passages bibliques avec des références dans des livres et des noms de personnes. Et donc, je vais voir une de ces personnes en question, mon beau-père, qui Oui. fait partie des personnes pour lesquelles j'ai reçu quelque chose. Et je vais le voir et je lui dis, écoute, Jean-Louis, voilà. Ah, Je ne sais pas exactement, mais j'en ai parlé avec Pierre, le pasteur, et il me semble avoir reçu donc un verset pour toi. Et ce verset se trouve dans ce livre, tel chapitre, tel verset. Et je lui donne, et je vois mon beau-père qui est un ours, qui montre pas beaucoup ses émotions, qui a les yeux qui rougissent et qui se met à pleurer, et qui me remercie, et qui me dit, écoute, ce passage, c'est un passage qui m'interpelle beaucoup et que d'autres personnes m'ont donné pendant l'année, et je te remercie parce que je crois que c'est vraiment quelque chose que tu as reçu. Et là, je me dis, quoi? mais c'est de l'ordre presque de la médiumnité, hein. Enfin, j'en parle parce que là récemment j'avais un épisode avec une médium. C'est Voilà. Aujourd'hui, on parlerait dans d'autres contextes, on parlerait de clairaudience. Et donc, ce qui s'est produit pour moi, si je relisais les choses avec un regard complètement différent, c'est que pendant ce week-end-là, des portes de clairvoyance, de clairaudience, de médiumnité se sont ouvertes pour moi. d'accord. Et suite à cette Ouais. expérience-là, j'ai souvent été capable de dire des choses à des gens que je ne connaissais pas en leur révélant une partie de leur vie. Et on dit dans un contexte chrétien que ça s'appelle une prophétie. Mais dans un contexte non chrétien et dans un contexte médiumnique, on va dire, voilà, je suis plutôt clairaudient, je suis clairvoyant, j'entends des choses, etc. Mais en réalité, on parle de la même chose. C'est intéressant, on y reviendra, mais il y a une forme d'universalité du coup. Exactement. Ma vérité, à ce moment-là, elle s'appelle protestantisme évangélique. Et Et oui, elle donc s'appelle là Jésus. vous plongez dedans, Mais à fond, plus encore. mais à fond. J'ai l'impression effectivement de découvrir enfin les secrets de la vie, d'avoir des réponses à mes questions. Très vite, je vais prendre des responsabilités dans cette église, je vais faire D'accord. une école biblique, euh, dont je vais prendre ensuite la responsabilité. Et alors que deviennent vos activités professionnelles pendant ce Elle se temps-là? continue. Parallèlement à tout Ah, vous ça, continuez, elle d'accord. continue. Ah oui, quand je vous dis que, voilà, Donc dans l'immobilier, c'est ça? dans l'immobilier et en même temps, à cette période-là, qui commence au début des années 2000, en fait, j'ai rejoint cette assemblée en 97. J'ai un frère cadet, mon frère cadet qui décède en 99. Son décès va commencer à mettre des doutes sur ce que je suis en train de vivre parce que mon frère vit une vie que je considère comme étant dissolue. Et pourtant, après son décès, les gens qui prient pour lui dans l'assemblée le voient accueilli par les membres de la famille qui sont déjà décédés, dont mon père. Il est dans la lumière, il est dans le bonheur, et je trouve ça formidable. Mais quelque part, il y a un petit grain là qui se met en moi et qui dit, bah attends, c'est quand même curieux, parce que il buvait, il faisait la fête, il a conçu un enfant hors mariage, tatati tatata, et pourtant il a accueilli de l'autre côté comme si de rien n'était. Il y a un, il y a un truc qui colle pas là. Un petit grain s'est installé, d'accord? Et ce petit grain va continuer à faire son chemin sous des formes différentes. Et pendant cette période très intense où à la fois je prends des responsabilités dans le contexte de cette assemblée, à la fois j'ai mon activité d'entrepreneur au niveau immobilier, à la fois je suis également en formation à titre personnel et je commence à me former sur tout un tas de domaines. Je me forme au coaching, je me forme en PNL. Ce que je réalise à cette époque-là, c'est que ce qui m'intéresse, c'est pas de vendre des choses, c'est pas le commerce. Ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner des hommes et des femmes et de les aider à progresser dans leur vie. Et donc, je vais me D'accord, former en ok. fait à toutes ces approches-là avec cette intention-là et avec un projet que nous sommes en train de formuler avec mon beau-père qui va consister en fait à développer un jour un réseau de franchises, euh, d'agences qui réunissent un pôle d'assurance et un pôle d'immobilier. Et c'est le projet dans lequel nous sommes en D'accord, train de construire avec mon beau-père et avec mon épouse, ok. jusqu'à son décès en 2005. Il part un matin, Jusqu'au euh, décès de de votre mon beau-père, beau-père, ouais. le papa de mon épouse. Il part un matin
et il décède dans un accident de la route. Et pour faire bref, tout notre projet est remis en question et nous nous retrouvons dans la situation avec mon épouse de devoir faire un choix qui est en gros soit de maintenir une relation familiale et de renoncer à l'entreprise, soit de maintenir l'entreprise et de renoncer aux relations familiales. Et donc nous faisons le premier choix. Et ce premier choix va devoir m'amener à rebondir professionnellement, ce que je vais faire dans les milieux de la formation à partir de 2005, septembre 2005, commencer à proposer en fait mes services comme consultant formateur en management commercial. On se rapproche de l'humain. Il y a une forme d'unité qui commence qu'on commence à percevoir entre vos activités professionnelles et puis vos activités pastorales, puisque vous êtes toujours dans cette communauté. Je suis toujours dans la communauté qui est en train d'exploser. Et là, je commence à réaliser que toutes les belles choses que nous avons dites pendant des années au sujet du fait que nous sommes dans l'amour, dans le pardon, etc., ne se produisent absolument pas. Et finalement, que j'ai vécu pendant toutes ces années un christianisme qui était un christianisme plus intéressé par les dons de clairaudience, de clairvoyance, de clairsentience, etc., par ces dons-là. Mais ce chemin-là, finalement, c'est pas un chemin d'amour. Il n'est pas là dans le cœur de l'Assemblée, mais avant tout, il n'est pas là dans mon cœur. Ça, j'ai mis un petit peu de temps pour le comprendre. Je réalise à nouveau que les êtres humains, quelles que soient leurs croyances, leurs dons et la beauté de ce qu'ils peuvent vivre à un moment, restent des êtres humains. Et donc, tout ce que j'ai mis en fait comme croyance dans le système de pensée biblique, dans la vision biblique, tout ce que j'ai mis comme intentionnalité, comme intensité dans ce système-là, fait que finalement, ça n'est pas différent de n'importe quel autre système que j'ai visité auparavant. Il est fait d'êtres humains. D'accord. Donc là, vous repartez de zéro. En vous écoutant, j'avais du mal à comment vous le dire sans vous heurter, mais il y a quelque chose de très sectaire aussi dans la manière dont vous décrivez le fonctionnement de cette communauté. Il y a quelque chose de sectaire dans la façon de penser, mais ça n'était pas une secte au sens où on peut définir ce qu'est une secte dans le cadre de la Mivilude, par exemple. Voilà. Ok, j'entends. Mais pardon, je trouvais que c'était important quand même de vous en faire parler pour le préciser. Oui. Donc là, vous quittez tout pour vous réinstaller avec votre femme. Vous êtes dans ces activités du coup maintenant de coach, où vous aidez les managers à se réaliser. Ouais, c'est ça. Formation, coaching. Je vais aux quatre coins du pays. Je suis plus non plus dans une recherche intellectuelle. Je suis un peu dans une sorte spirituelle, de burn-out spirituel, si on peut dire. D'accord. Où j'ai besoin de prendre de la distance un peu avec tout ça. Et j'utilise en fait ces années-là pour remettre en question tout ce que j'ai appris sur le christianisme. Et je recommence à ce moment-là également à m'intéresser au chamanisme. J'ai envie de revenir au chamanisme, à son côté très pragmatique, très essentiel, parce qu'il y a, en tout cas dans les expériences chamaniques que j'ai faites, et je choisis bien mes chamans, si j'ose dire, avec beaucoup de précautions, quelque chose qui pour moi est très simple, dans le sens où il n'y a pas de doctrine chamanique. Il y a quelqu'un qui pratique dans une tradition particulière le fait de se relier aux éléments de la nature. Pour moi, dans la compréhension que j'ai aujourd'hui, le chaman en fait cherche à aider le consultant à trouver en lui les ressources. Et c'est ça, en fait, à quoi je reviens après ces années où j'ai cherché des réponses à l'extérieur, dans les textes, dans la doctrine, etc. J'ai besoin de revenir vers quelque chose de plus intérieur. Et donc, je vais à la rencontre d'un chaman celtique. Et en 2009, je vis avec ce chaman une nouvelle expérience extatique dans un cercle de tambour. Je deviens littéralement le cercle de tambour. C'est comme si je ne faisais qu'un. J'étais tout à la fois chaque maillotche, chaque tambour, chaque percussionniste. Je me sens présent à chacun des points du cercle et simultanément dans le cercle tout entier. Je ne sais pas comment dire les choses autrement. Je sens l'énergie. Vous êtes tous les deux à ce moment-là ? Ah non, on est... Ou c'est un groupe ? Non, c'est un groupe. C'est dans le cadre d'un groupe. On est un cercle d'une vingtaine de tambours. Donc là, vous vivez encore une expérience... dingue. Je sens l'énergie du son qui circule à grande vitesse dans le cercle, qui me traverse comme si c'était une vague. Puis je deviens le son, une sorte de bourdonnement, de vibration forte, désagréable.
Et juste après, en l'espace d'un rien, c'est comme si je me dilate, au point d'englober la salle du château dans laquelle nous sommes, la propriété dans laquelle on se trouve, le pays, et puis l'univers d'une certaine façon tout entier. C'est comme si je fais un zoom arrière depuis l'endroit où je me trouve jusqu'à l'immensité. Je ressens la totalité des choses avec une paix profonde. Tout fait partie de moi et je fais partie de tout. Et je ressens toute la souffrance des êtres, j'ai cru mourir. Et après, je ressens toute la beauté des êtres et j'ai su que mourir ne signifie rien à ce moment-là. Et lorsque les tambours cessent, je constate que ma chemise est trempée, des larmes de tristesse, de joie qui ont coulé pendant cette expérience. J'ai un large sourire qui fend mon visage. Je suis incapable de prononcer un mot, comme hébété. Je vois que plusieurs des participants me regardent avec étonnement, curiosité. J'ai le sentiment de pouvoir lire toutes leurs pensées instantanément. Ouais. Je vois le chaman qui me sourit et dans ses yeux, plein de bonté, de simplicité, je sais qu'il sait. Dans la nuit qui suit, je fais un rêve éveillé, tout à fait extraordinaire, d'une clarté, d'une limpidité fantastique, dans lequel je me vois dormir du dessus, dans la pièce dans laquelle je suis, là, dans ce château. Et je contrôle le déplacement de mon attention dans l'espace de la pièce, comme le faisceau d'une lampe qui éclaire tel ou tel aspect de mon environnement immédiat. Voyez? Voilà. Et là, je sais où je suis et je commence à me déplacer. Très vite, je me retrouve à proximité du mur qui donne en fait sur le jardin, à côté du lit. Je traverse le mur en ressentant la matière lourde et à peine je me trouve de l'autre côté, comme un immense sentiment de joie qui jaillit du tréfonds de mon être et je me réveille. Et au moment où je me réveille, je peux encore ressentir la texture du mur en moi, je me remets à pleurer, comme une madeleine. Incroyable. Ce que je sais, c'est que j'ai vécu un truc ce jour-là, incroyable. Ça a changé quelque chose, cette expérience pour moi, mais en même temps, ça n'a pas tout changé. Parce que le vrai travail de changement, c'est pas un événement, aussi puissant soit-il, c'est un processus, c'est un chemin. Et il y a un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Après l'extase, la lessive, qui a été écrit par un auteur qui s'appelle Jack Cornfield, qui est psychologue à la base. Et il a été à la rencontre de gens qui ont vécu ce type d'expérience en disant Ok, c'est cool, tu as vécu cette expérience-là, mais et après? Et les gens témoignent de façon anonyme à l'intérieur du livre. C'est un livre savoureux, plein d'humour, où on voit que finalement, beaucoup d'entre nous, nous sommes en quête de vivre ce genre d'expérience-là, mais c'est pas vraiment ça qui est important. Franchement, c'est vraiment pas ça qui est important. Euh, Parce que on peut vivre ça et ne rien changer dans sa vie, ou on peut vivre ça et rester enfermé dans une grotte dans les Himalayas. Il n'y a pas de Et vous, alors, qu'est-ce que vous en avez fait? Voilà. Alors bah, moi, ce que j'en ai fait, c'est que pour moi, j'ai commencé à réaliser à partir de ce moment-là que toutes les expériences que j'ai vécues dans les différents isthmes dont je parlais au début de cet entretien Ouais. n'étaient finalement que des emballages. Et que sous ces emballages différents, les grandes traditions que j'avais abordées jusque-là euh, devaient masquer un cadeau identique, quelque chose d'universel, quelque chose de plus vaste. Et souvent, c'est intéressant de constater que les grandes religions, elles sont issues de l'expérience extatique initiale de leur fondateur. Et moi, à partir de ce moment-là, ce qui me donne envie, c'est de me mettre en quête de ce quelque chose d'universel, de ce quelque chose qui relie finalement tous les aspects. Et en 2012, Oui. je découvre un des livres de Sam Harris. Le livre n'a pas été traduit en français, mais c'est un livre qui s'appelle The End of Faith. Et c'est un livre Oui. qui est très critique contre toutes les croyances La religieuses. fin de la foi, ouais. Voilà. Et ce type est un fervent défenseur de la méditation et d'une spiritualité laïque. Et dans la foulée, je découvre un autre livre de John Kabat-Zinn qui s'appelle Full Catastrophe Living, qui a été traduit en français par Au cœur de la tourmente, la pleine conscience. Et là, je réalise deux choses. D'abord, il m'est impossible de continuer à chercher des réponses à mes questions dans un système fermé. Et non plus en termes de savoir, parce que j'ai dit tout à l'heure en introduction que j'avais été un boulimique de savoir. Ouais. Je veux des réponses en termes de connaissance. Et il y a une différence entre savoir et connaître. Savoir, c'est intellectuel. Connaître, c'est expérientiel.
En fait, comme si dans cette première partie de vie et de quête, de quête insatiable, vous pensiez trouver les réponses dans le mental. C'est ça, à l'extérieur de Et moi. là, ces expériences, tout d'un coup, vous font comprendre qu'en réalité, c'est pas le mental qui a la clé, C'est le mais corps. c'est le corps C'est le corps. et les sensations, enfin, C'est le ce corps. que vous pouvez vivre, vous, de l'intérieur. C'est ça, c'est le corps. Voilà. Donc il y a une différence entre savoir et connaître. Et à partir de ce moment-là, je réalise que je sais plein de choses sur plein de choses, mais qu'en réalité, je ne connais pas grand-chose. Et que si connaissance il peut y avoir, cette connaissance doit passer par l'intermédiaire de mon corps et que la méditation, dans le cadre d'une spiritualité laïque, est sans doute quelque chose qui peut m'aider. Donc c'est en 2012 là que la méditation s'invite dans votre vie comme justement, là c'est le levier qui va vous permettre d'être dans cette connaissance et plus dans le savoir. Ouais, alors je rencontre la méditation dans mon quotidien avant cette période-là, parce que entre 2010 et 2012, j'ai suivi un maître tibétain. C'est là où en fait je me mets au quotidien à méditer, mais je suis pas à l'aise en fait dans cette forme de méditation, et donc je vais faire l'effort pendant 2 ans d'aller dans cette direction-là, d'essayer d'en tirer la substantifique moelle avant de rencontrer en 2012 l'ouvrage de Samaris et celui de John Kabat-Zinn et de me dire mais en fait tout est là. J'ai pas besoin d'aller chercher des choses à l'extérieur, je l'ai suffisamment fait. Les réponses, elles sont là, au-dedans, et je peux vivre une spiritualité dégagée de tout dogme religieux. Et la méditation, pour moi, est devenue une pratique où j'ai très rapidement vu des changements sur mon caractère, et en particulier sur mes problèmes de colère qui m'ont accompagné pendant toutes ces années. J'ai appris à identifier des chemins, les chemins que prennent mes sensations. Et en étant capable d'identifier la sensation à la racine, de dire « Ah, là, je sens que je suis en train de me mettre en colère, et donc j'ai besoin d'aller prendre 1 ou 2 grandes respirations à l'extérieur de la pièce, à l'extérieur de la maison, d'accueillir ce qui est là pour moi et de revenir pour moi. » Et mes proches, ma femme, mes enfants, ont très vite vu la différence. Il y a enfin quelque chose qui a commencé à changer dans mon caractère, dans ma façon de me relier à moi-même, aux autres et au monde. Et là, j'ai su que, pour moi, c'était le chemin que j'avais envie d'emprunter, de continuer d'emprunter, et puis plus tard de transmettre autour de moi. Concrètement, c'est quoi pour vous la méditation ? La méditation, pour moi, c'est un art de vivre, un style de vie, une hygiène de vie. La méditation, pour moi, ça n'est pas quelque chose de plus à faire, c'est une façon d'être présent à moi-même, d'être présent aux autres et d'être présent au monde. Il est aussi très intéressant d'apprendre à se relier plus souvent à tous ces petits instants du quotidien qui font la nature et l'essence du bonheur. Comme vous le dites, c'est vraiment une philosophie de vie, bien au-delà des 10 minutes qu'on prend chaque matin à se poser et à faire sa méditation, comme on l'entend désormais, parce que c'est en plus devenu très à la mode. Bien sûr, la méditation devient de plus en plus quelque chose à la mode parce que ces pratiques-là ont des effets mesurables sur le bien-être physiologique, sur le bien-être mental. Et donc pratiquer 10 minutes par jour, si on le fait en se disant je vais faire ma méditation de 10 minutes, eh ben c'est très bien, faites-le. Et pour moi, méditer c'est quelque chose de plus que ça. C'est une hygiène de vie. Si je ne médite pas, à différents moments, et pas forcément assis et immobile, parce que dans les pratiques de méditation de pleine conscience, on a 4 pratiques de base qui sont l'assise immobile, ce qu'on appelle le body scan, allongé et immobile, la marche méditative et les mouvements en conscience qui sont inspirés du yoga. Et ça, c'est ce qu'on appelle les pratiques formelles. Et il y a toutes les autres pratiques informelles. Tous ces petits instants-là, mis les uns à la suite des autres, font ce que j'appelle l'art de vivre en pleine conscience. Et pour moi, c'est un style de vie, une hygiène de vie, plus que quelque chose à faire, c'est quelque chose à être. Et alors, vous le transmettez donc évidemment à travers notamment votre chaîne YouTube et les réseaux sociaux. Vous êtes très suivi, mais j'allais y venir. Vous organisez des stages, des séminaires et également
on y vient, des stages dans le désert. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Ça se passe dans le sud du Maroc. Et je propose aux gens de vivre l'expérience d'un cheminement qui commence au moment où ils découvrent l'existence de ce voyage, jusqu'au retrouvailles à Marrakech, à la traversée du Maroc ensemble en bus avec le groupe pour aller dans les confins du sud marocain, jusqu'au dernier village où le bus se gare dans les dunes. On descend, on est accueilli par notre équipe de dromadairiers qui Ouais. vont charger nos bagages et nous entamons notre traversée du désert. Le désert, c'est pour moi un amplificateur de toute Voilà, la j'allais vous beauté demander des choses. pourquoi le désert. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un amplificateur. Un amplificateur, c'est un lieu dans lequel tous les possibles se manifestent. Un lieu dans lequel l'immensité, le gigantisme, l'univers même se met quelque part à notre disposition. Regardez un ciel étoilé dans le désert allongé sur une dune, c'est sous cette voûte immense, dans le silence du désert, à se connecter avec quelque chose de plus vaste que soi-même. Il se passe forcément quelque chose. Juste des hommes et des femmes qui traversent ensemble quelque chose. Il doit y avoir cette dynamique de groupe qui doit apporter. Enfin, je veux dire, combien de personnes participent dans ces groupes? 12 à 14 personnes maximum. Ça dure combien de temps après Ça dure une semaine en fait. Et j'imagine qu'il se passe des choses assez incroyables pendant ces semaines-là, dans le groupe ou individuellement. Ce que je peux vous dire, Evelyne, c'est que on ne ressort pas indemne d'une aventure comme celle-ci. Il y a beaucoup de joie. Et puis il y a des pleurs aussi. Oui. Souvent des larmes face à la beauté de ce que l'on traverse. Et ce que l'on traverse n'est pas seulement géographique. On traverse également une expérience humaine. Les gens qui viennent vivre cette expérience, souvent, sont dans des périodes de transition. Un décès, un changement professionnel important, toutes sortes de choses, en fait, qui amènent les personnes à avoir une envie de désert. Voilà. Donc l'expérience est souvent très forte. Et ce que je constate après ma 6e édition, c'est que je perds de vue certaines personnes, c'est clair, mais plus de la moitié des personnes avec lesquelles j'ai vécu cette expérience sont encore en relation avec moi. Mais plus que ça, et c'est ça qui est le plus important, ces personnes-là se retrouvent entre elles. Des personnes qui ne se connaissaient pas se retrouvent entre elles pour vivre un week-end à tel endroit, pour aller partager un repas, aller passer quelques jours de vacances, tellement ce qui a été vécu était intense. Donc il y a des amitiés qui se créent. Et ça, au-delà de la marche, de la méditation et de l'expérience du désert, quelque chose d'humain se crée dans cette aventure. Et pour moi, ça, c'est la chose la plus importante de toutes. Moi, j'imagine très bien, là, j'ai envie d'y être avec vous tous, mais j'imagine très bien la voûte céleste magnifique, les pieds dans le sable et nous au milieu. Au fond, méditer, c'est faire du lien. Méditer, c'est retisser ce lien d'amour avec soi-même, d'amour avec les autres, d'amour avec la vie, qui est si souvent rompu dans notre quotidien. Et au fond, c'est ça l'essence de la méditation. On va rester là-dessus pour cet entretien parce que vraiment c'est très joli. Mais avant de conclure, j'ai quelques petites questions rituelles que j'aimerais vous poser, Jean-Marc. Quel livre vous a le mieux accompagné dans votre propre cheminement ? Vous en avez cité plusieurs pendant cet entretien. Oui, je crois que ceux que j'ai cités là pour moi sont vraiment des livres clés. Il y en a un autre qui est peut-être plus facile d'accès qui s'appelle Où tu vas, tu es. Voilà, qui peut être aussi intéressant pour des gens qui se questionnent. Et puis après l'extase, la lessive, voilà, pour toutes les personnes qui sont intéressées par la spiritualité, la dimension spirituelle de la pratique. Est-ce que vous pouvez me citer 3 mots synonymes de bonheur pour vous ? Présence, plaisir et relation. Et justement, est-ce que vous, Jean-Marc, vous êtes heureux ? J'essaye.
Jour après jour, instant après instant, de trouver mon bonheur dans les petites choses simples du quotidien. Le bonheur, c'est ici, maintenant, à chaque instant. Super. Eh ben, je vous le confirme, le bonheur, c'est ici maintenant. C'était un très chouette entretien. Moi, je pensais partir en voyage dans le désert pour méditer, mais finalement, le chemin nous a emmenés dans bien d'autres destinations et c'était un très très chouette entretien. Jean-Marc, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec autant de sincérité votre parcours et votre cheminement. Merci de m'avoir offert cette opportunité de le faire et longue vie à ce podcast de la petite voix. Voilà, la petite voix, le podcast en voyage, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, s'il vous a inspiré, alors abonnez-vous sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur iTunes, ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook et sur Instagram. C'est là que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.